Bonjour et bienvenue dans cette présentation du livre The Wealth of Nations, écrit par Adam Smith. Je vais commencer tout de suite ma présentation. On va commencer par notre plan, ce qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer tout d'abord par parler de l'auteur, Adam Smith, et essayer de le contextualiser dans le contexte du XVIIIe siècle, de voir un petit peu d'où il vient et quels sont les tenants et les aboutissants de cet ouvrage. On va parler également de la division du travail et de sa répercussion à l'international. On va parler du protectionnisme, on va se demander en fait si c'est une bonne idée d'avoir du protectionnisme dans notre pays ou bien pas. Et puis finalement, on va faire une petite critique de l'œuvre et on va voir comment ça a été appliqué, quelles sont les répercussions sur l'économie d'aujourd'hui. Ce qui est important de retenir avec Adam Smith, c'est qu'il est né donc en 1723, mort en 1790, et donc il a parcouru le XVIIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIIIe siècle, c'est le temps des Lumières. Les Lumières, ce qui est important de se souvenir, c'est que ce sont des personnes qui vont préférer la science, préférer les mathématiques à l'explication divine qui est très populaire à l'époque. Ils vont remettre en question l'Église et apporter de nouveaux modèles. Et c'est ce qui va entraîner les révolutions industrielles au XIXe siècle et l'économie actuelle dans ce qu'elle est aujourd'hui. En termes d'idées, Adam Smith, c'est vraiment quelqu'un qui a lancé beaucoup d'idées qui ont été retenues aujourd'hui et dont on parle encore maintenant. Des idées telles que la main invisible, le libre marché, le libre-échange, le libéralisme économique, la division du travail, tout ça, c'est des choses qui ont été introduites par Adam Smith et qui ont été un petit peu modifiées, certes, mais qui restent aujourd'hui prépondérantes. C'est pour ça que beaucoup le considèrent comme le père de l'économie politique, encore actuellement. Ce qui est important aussi à savoir dans le contexte dans lequel il écrit ce livre, et dans lequel il vit en général, c'est que la théorie prépondérante en termes d'économie politique à l'époque, c'est le mercantilisme. Le mercantilisme veut en fait avoir une balance commerciale la plus excédentaire possible. En fait, ça signifie qu'on veut avoir le plus de richesses à l'intérieur de notre pays, donc le plus d'or possible. Le problème, en utilisant cette stratégie, c'est que bah, plus on a d'or dans un pays, moins l'or a de la valeur. Et donc, ça crée de l'inflation. L'inflation n'est pas très positive pour un pays et ça pose d'autres problèmes. L'exemple le plus concret avec tout ça, c'est le bullionsisme espagnol. Ce que font les Espagnols dans leur colonie, c'est qu'ils vont aller chercher l'or, le ramener en Espagne, et puis se l'approprier, mais ça crée de l'inflation, et finalement, c'est pas la meilleure des solutions. Et ça, c'est quelque chose que va combattre Adam Smith aussi, puisque c'est la théorie prépondérante à l'époque. Il va vraiment remettre en question cette théorie bullioniste et mercantiliste, et proposer donc une nouvelle solution à l'économie politique, et c'est en ça aussi qu'il a été retenu comme le père de l'économie politique. Si on passe un petit peu plus sur le livre, ce livre est publié en 1776, son titre original, c'est La recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. C'est un ouvrage qui est vraiment comme un ouvrage philosophique et politique qu'on a au XVIIIe siècle. Il y a une façon d'écrire, une façon de présenter les choses qui est vraiment plus proche de la philosophie que de l'économie qu'on pourrait voir actuellement. Donc c'est du texte, pas de gros graphiques ou quoi que ce soit. Et c'est aussi dans cet esprit qu'avaient les Lumières de pouvoir enseigner aux gens, inspirant d'exemples concrets et de la nature qu'on pouvait rencontrer dans le monde actuel. Et en ça, c'est très intéressant de voir des similarités avec cet ouvrage et par exemple ce qui a été fait en France avec le livre de l'Esprit des lois. C'est aussi des ouvrages qui sont très volumineux et qui ont pour but de former les gens et de proposer une nouvelle façon de voir les choses, plus inspirée de la nature, et qui sont des références aussi en termes d'économie politique ou de politique dans le cadre de l'Esprit des lois. Dans cet ouvrage, comme je l'ai dit, il est assez volumineux, il aborde beaucoup de points. On va voir aujourd'hui quelques-uns de ces points, mais on parle par exemple de la division du travail, des facteurs de production, de l'origine de la monnaie, du rôle de l'État, de la formation du prix, des sources de revenus, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de points qui sont traités dans cet ouvrage. On va commencer tout de suite par voir la division du travail telle que proposée par Adam Smith. Donc lui, il va prendre l'exemple d'une épinglerie et il va se dire qu'en fait, pour fabriquer des épingles, si on est tout seul, eh ben, on va pouvoir faire 3 épingles par jour parce qu'en fait, il y a tellement d'opérations à maîtriser que ça prend du temps et que tout seul, si on doit faire toute la chaîne de production, c'est vraiment compliqué. Par contre, si on se met à plusieurs et que
on se sépare les tâches, on devient spécialiste dans une tâche, on va devenir en plus efficace dans la tâche qu'on fait, et d'une manière générale, on va pouvoir avancer plus vite. Et par personne, par jour, on va pouvoir faire 1000 épingles. Du coup, c'est vraiment très profitable. Pour vous situer à peu près ce que c'est fabriquer une épingle au XVIIIe siècle, ça ressemble un petit peu à ça. Vous avez un atelier comme ça, avec plein d'outils. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Ça peut vraiment sembler un peu anecdotique actuellement, mais au XVIIIe siècle, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est pas vraiment quelque chose qui a été amené par Adam Smith, mais c'est ce qui en découle. Et David Ricardo, lui, il va nous présenter un exercice qui s'appelle la loi des coûts comparatifs, qui s'inspire beaucoup d'Adam Smith, mais qui le contextualise dans le contexte international. Et en ça, c'est très intéressant de voir qu'Adam Smith lance une idée qui après est reprise par ses contemporains, donc David Ricardo, à peu près les mêmes années aussi, et qui va aller un peu plus loin et parler vraiment du commerce international. Et c'est assez intéressant de voir cet exercice. On va prendre deux pays, le pays A, le pays B. Ici, on va prendre le Portugal et l'Angleterre. On va dire qu'on a deux produits à produire, le vin et les draps. Si on prend le cas du Portugal, par exemple, on sait qu'ils sont capables de fabriquer 10 mètres de draps en une journée et 5 litres de vin. On se trouve ici. Là où les Anglais sont capables de fabriquer seulement 2 litres de vin et 6 mètres de drap. Et la question maintenant, c'est est-ce qu'il vaut mieux continuer à faire comme ça, ou bien est-ce qu'il vaut mieux se mettre ensemble les ressources, donc faire de l'importation et de l'exportation, pour au final profiter les deux de ce qu'on fabrique, de se spécialiser finalement. David Ricardo, lui, va soutenir cet exemple-là. Il va se dire combien est-ce que je peux fabriquer de vin avec 1 mètre de drap. Donc le calcul est assez simple, on fait par exemple ici 5 divisé par 10, donc le 20 divisé par le drap, et on voit que pour 1 mètre de drap, il nous faut 0,5 litres de vin. Et en Angleterre, par contre, il nous faudra 0,3 litres de vin. On va se rendre compte en fait que le fabriquer du drap en Angleterre, c'est plus rentable puisque le vin va nous coûter moins cher. Comme le vin est moins cher, finalement, ça veut dire que le drap a plus de valeur. Donc ici, on va choisir pour l'Angleterre de fabriquer plus de draps. Ici, non, là. On prend le cas inverse, combien de mètres de drap il me faut pour faire une bouteille de vin. On voit qu'au Portugal, il me faut seulement 2 mètres de drap, alors qu'en Angleterre, il m'en faudra 3. Et donc, on va préférer ici fabriquer plus de vin. Pareil, on faisant la même réflexion. Ce que va dire Ricardo, c'est que en fait, en se mettant ensemble, on va utiliser cette droite rouge ici qui représente le marché international, le marché global entre l'Angleterre et le Portugal, et chacun va pouvoir profiter des apports de la spécialisation de chacun. Ce qu'on veut dire par là, c'est que l'Angleterre va pouvoir produire plus de draps en se spécialisant dans la fabrication de draps, quitte à délaisser un petit peu la fabrication de vin. Et pareil pour le Portugal, va pouvoir se spécialiser dans la fabrication de vin. Et en fait, l'idée c'est que chacun va pouvoir profiter du fait qu'on se spécialise. Vous voyez ici le petit trait orange, ça représente ce que l'Angleterre va pouvoir recevoir en plus grâce à ce marché international. Donc ici, ils vont pouvoir recevoir plus de vin. Et pareil, les Portugais vont pouvoir recevoir plus de draps du fait que les Anglais se sont spécialisés et qu'ils apportent donc plus de draps sur le marché. Si on passe maintenant aux répercussions de manière un peu plus précise sur du commerce international sur le pays, on va imaginer donc deux pays, le pays A et le pays B, qu'on va pas voir après. Le pays A est le pays importateur. On va juste voir sur un marché, donc avec une demande ici en verte et une offre en bleu, on va voir un peu les répercussions du fait d'importer des marchandises. On se retrouve tout d'abord dans cette situation d'équilibre qui est représentée par ce point-là. Et en fait, on va commencer à importer du matériel. Quand on aura plus d'offres, l'offre va se décaler ici sur la droite. Et on va trouver un nouveau point d'équilibre entre la demande et l'offre. L'idée, c'est que on peut fragmenter le déplacement de cette courbe. Et en fait, ça va représenter ce polygone ici. On peut même encore le diviser en 3 zones. Cette zone ici en rouge, elle représente la baisse de surplus des producteurs. Comme on importe plus, il y aura plus de marchandises sur le marché et donc le prix va baisser un petit peu. Ce qui fait que les producteurs, ils vont être un petit peu désavantagés et ils vont devoir baisser leur prix et donc ils ont une perte de revenus.
En tout cas, une perte de surplus. La zone verte, c'est la deuxième zone, c'est la perte de l'appareil de production du pays. En fait, du fait qu'il y aura moins de producteurs, il y aura aussi moins de capacité de production à l'intérieur du pays. Et c'est ce qu'on perd un petit peu dans cette zone verte. La zone bleue, par contre, c'est le gain net pour le pays A. Même si on perd un petit peu de l'appareil de production, au final, le pays A est gagnant parce qu'il a plus de marchandises et il a un prix qui est plus avantageux. Donc finalement, c'est un gain et le grand gagnant dans ce système d'importation, eh ben, c'est le consommateur qui aura plus de marchandises disponibles et un prix plus avantageux pour lui. Si on passe dans le PIB, et le PIB qui est du coup en situation d'exportation, pareil, on se retrouve dans un marché, donc avec la demande et l'offre, et on se retrouve avec ce point d'équilibre. Lorsque le PIB va commencer à exporter, il y aura un petit peu moins de marchandises sur le territoire et donc sur le marché, ce qui fait que ça va faire baisser le surplus des consommateurs, donc qui auront un peu moins de marchandises à un prix un peu plus élevé. Par conséquent, zone 2, ici, il y aura une perte de quelques consommateurs qui vont arrêter de consommer ou qui vont devoir consommer différemment. Mais par contre, il y a quand même un gain pour le PIB, puisqu'on va pouvoir vendre, d'une manière générale, plus de marchandises à un prix un peu plus élevé. Alors maintenant, on peut se dire, bah voilà, il y a quand même des gains pour les deux pays, mais par contre, moi, il y a des marchés qui doivent pas être libéralisés, et donc on va instaurer du protectionnisme. Le protectionnisme, en fait, c'est le fait de rajouter des droits de douane, par exemple, ou alors de subventionner un marché, ou alors d'interdire, de mettre un contingent. Ici, on va prendre l'exemple du droit de douane. On va décortiquer du coup tout ça. On était dans une situation ici d'équilibre. Ensuite, on a commencé à importer. Et finalement, on rajoute un droit de douane. Donc le nouveau marché, il sera par ici. Si on décompose le deuxième mouvement, donc entre le moment où on avait un système ouvert jusqu'à ce qu'on rajoute ce droit de douane, on va voir ces polygones qui apparaissent. Donc la zone 1 ici, c'est l'augmentation du surplus des producteurs. Les producteurs, comme il y a un droit de douane, ils seront dans notre pays avantagés, ils seront en position de force. Et donc, ce sera plus intéressant de fabriquer. Et donc, il y aura plus de surplus, on entend le surplus, plus d'avantages à produire dans le pays. La deuxième zone, c'est de nouveau le corollaire, c'est le gain pour l'appareil de production. Donc, il y aura plus de producteurs, donc une capacité qui est plus grande à produire. Finalement, la troisième zone ici rouge, c'est le gain pour l'État. C'est le droit de douane qui est encaissé et qui va dans les caisses de l'État. Mais au final, ce qu'on voit, c'est une perte nette de l'économie parce que on aura moins de produits sur le marché et on l'aura à un prix plus cher. Et pour l'économie, c'est pas avantageux. Donc là, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Par contre, ce qu'on peut dire avec tout ça, c'est qu'il y a, voilà, et ce sera notre partie d'analyse, ce qu'on peut dire avec tout ça, c'est que aujourd'hui, on est quand même dans un système, en tout cas en Europe, où on essaie de promouvoir l'échange, et c'est ce que essaie de faire l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, c'est vraiment de pouvoir échanger un maximum entre les pays. Cependant, il y a des situations, et même Adam Smith en parle, il y a des situations dans lesquelles c'est pas vraiment optimum d'avoir une économie tout à fait libre. On prend l'exemple de la guerre. Si les armes sont fabriquées par notre voisin, puis on rentre en conflit avec lui, ça peut être un vrai problème pour nous. Donc il y a intérêt à quand même garder des choses dans notre production, quitte à les sponsoriser, quitte à acheter les stocks qui seront en trop pour l'État, parce que c'est quand même des dépenses qui sont importantes et qui sont des matériels qui sont importants d'avoir sur le pays. Aujourd'hui, ce qu'on peut en dire aujourd'hui avec tout ça, c'est que il y a des marchés en Suisse qui sont aidés par l'État, par la Confédération, pour pouvoir fonctionner. Et donc, on rajoute ces droits de douane, on rajoute ces contingents, par exemple, sur le marché du lait. Le lait, on n'a pas le droit d'en importer depuis l'étranger. Ce qui fait que l'Organisation mondiale du commerce n'est pas trop contente parce qu'ils n'aiment pas trop les subventions, ils n'aiment pas trop ces restrictions, mais l'État fait le pari de dire, OK, on a quand même besoin d'avoir des producteurs sur notre territoire, même si c'est pas la façon la plus rentable avec laquelle on pourrait travailler, mais c'est important d'avoir une production locale. Donc on fait ce trade-off, quitte à perdre un petit peu d'argent, d'efficacité, mais on décide que c'est plus important d'avoir cette production qui est locale. On arrive donc maintenant à la conclusion de cette présentation.
Donc, comme on l'a vu, c'est vraiment ce modèle présenté par Adam Smith est très important puisqu'il est encore actuellement la base de ce qui est encore enseigné, la base aussi de ce à quoi on croit euh, dans l'économie politique actuelle. Il y a eu des améliorations. Si on parle de commerce international, par exemple, on a eu Adam Smith, on a eu David Ricardo qui en a parlé, et puis maintenant, les théories d'Escher-Rollins, qui sont aussi assez importantes, qui posent vraiment les fondements de notre économie politique actuelle, et en ça, vraiment, c'est un ouvrage qui a été important. Par contre, aussi, là, ça rentre un peu à la partie d'analyse, cette division du travail, euh, le fait de chercher l'optimisation, bah, ça rejoint un petit peu les mêmes problèmes qu'ont rencontré les Lumières arrivés au 19e et au 20e siècle surtout, puisqu'en fait, ils vont mettre la machine en dessus de l'homme, et au final, ça va être un gros problème au 20e siècle, puisque ça a posé beaucoup de questions sur les valeurs de l'homme, sur qu'est-ce qui est le plus important pour l'homme, et c'est ce qui va nous mener bah, au Fordisme, aux guerres mondiales, et c'est toutes des questions qui vont être vraiment interrogeantes au XXe siècle. En conclusion, bah, j'espère que ma lecture vous a pu vous apporter quelque chose, des connaissances que vous n'aviez pas, ou un peu plus d'éclairage sur les théories du commerce international. Je trouvais important de faire cette lecture aussi sur un livre un peu plus ancien, comme on a assez l'habitude de parler de livres qui sont assez récents. Ici, c'est vraiment un livre historique, et je trouve que c'est quand même important de garder cet aspect-là dans nos études. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette lecture vous a plu et on se revoit tout bientôt.